On pourrait penser que le pire qu'un footballeur ait jamais fait, c'est d'avoir une coupe de cheveux ratée, de faire des achats farfelus ou de rater des buts faciles lors de grands matchs. Ramirez. Through here for Torres! He's gonna score again! Oh my word! Mais certaines histoires sont bien plus sombres que ça. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux footballeurs qui ont vraiment tué quelqu'un. Now, Samudio's body was never found, and Bruno says he didn't kill her. Et dans la plupart des cas, ils n'ont subi aucune conséquence pour cela. Commençons par un arrière latéral espagnol dont la conduite en état d'ivresse a coûté la vie à une jeune femme, Marcos Alonso. Marcos Alonso a tué une jeune femme alors qu'il conduisait en état d'ivresse à Madrid. En 2011, Alonso avait 20 ans et jouait pour les Bolton Wanderers lorsqu'il est rentré en Espagne pendant l'intersaison. Un soir, après avoir beaucoup bu, il a pris le volant de sa BMW et a traversé un quartier résidentiel à plus du double de la vitesse autorisée. Il pleuvait, la route était glissante. Alonso a perdu le contrôle de la voiture et a percuté un mur. L'une de ses passagères, une femme d'une vingtaine d'années, a subi de graves blessures à la tête et est décédée peu après. Les analyses ont révélé que le taux d'alcoolémie d'Alonso était près de 3 fois supérieur à la limite légale en Espagne. Il a été inculpé d'homicide par négligence, de conduite en état d'ivresse et de mise en danger imprudente. Les procureurs avaient initialement requis une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 4 ans. Sur le papier, cela ressemblait à une affaire qui aurait pu mettre définitivement fin à la carrière d'un jeune footballeur. Cela ne s'est jamais produit. Après des années de retard judiciaire, la peine d'Alonso a été réduite à 21 mois. Puis, même cette sanction a disparu. Au lieu d'une peine de prison, il y a eu un accord à l'amiable avec la famille de la victime d'une valeur d'environ 500 000 €. Le permis de conduire a été suspendu pendant plusieurs années. Il n'a jamais passé un seul jour en prison. Tout au long de la procédure judiciaire, Alonso a continué à jouer au football professionnel. Il n'y a eu aucune suspension de la part de Bolton, qu'une interruption significative de sa carrière. Les organisations de lutte contre l'alcool au volant ont publiquement critiqué cette décision, arguant que la richesse et le statut social avaient clairement influencé l'issue du procès. En dehors de l'Espagne, l'affaire est passée pratiquement inaperçue. À partir de là, la carrière d'Alonso a suivi une trajectoire ascendante familière. Il a rejoint la Fiorentina où il a rebâti sa réputation, puis a signé à Chelsea, devenu l'un des arrières latéraux les plus productifs d'Europe. Il a remporté la Première Ligue, soulevé le trophée de la Ligue des Champions et sélectionné en équipe d'Espagne. Plus tard, il est revenu en Liga avec Barcelone. Au moment où Alonso remportait les plus grands honneurs, l'accident était devenu une simple anecdote. Même sa page Wikipédia n'y faisait pratiquement pas référence. Et c'est ce qui rend cette affaire si troublante. Vient ensuite un gardien de but brésilien dont le crime était si horrible qu'il impliquait un enlèvement, des actes de torture et un corps qui n'a jamais été entièrement retrouvé. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes de Sousa a ordonné l'enlèvement et le meurtre de son ex-compagne et son corps n'a jamais été entièrement retrouvé. C'est de loin le cas le plus effroyable de cette liste. En 2010, Bruno était l'un des meilleurs gardiens de but du Brésil. Il était capitaine du Flamengo, comptait plus de 200 apparitions pour le club et était pressenti par de grandes équipes européennes. À 25 ans, riche, célèbre, théorie, sur le point d'accéder à la renommée internationale. C'est alors qu'Elisa Samudio a disparu. Elisa était l'ancienne compagne de Bruno et la mère de son enfant. Elle avait engagé une procédure judiciaire contre lui, tenir une pension alimentaire, après qu'il eut nié sa paternité. Peu de temps après avoir déposé plainte, police a finalement révélé l'affaire lorsque le cousin adolescent de Bruno a avoué. Selon les témoignages devant le tribunal, Bruno a organisé l'enlèvement d'Elisa. Elle a été emmenée dans une propriété isolée, torturée et tuée par l'un de ses complices. Son corps aurait été démembré, certaines parties données à manger aux chiens, enterrés ou jetés. À ce jour, ses restes n'ont jamais été retrouvés. Bruno a été reconnu coupable en 2013 et condamné à 22 ans de prison pour meurtre, enlèvement et dissimulation d'un cadavre. L'affaire aurait dû s'arrêter là, mais ce ne fut pas le cas. Après avoir purgé un peu plus de 6 ans, Bruno a été libéré de manière choquante dans l'attente de son appel. Immédiatement, le club brésilien de 2e division Boa Sport lui a fait signer un contrat professionnel. Les supporters ont protesté. Les associations de défense des droits des femmes ont protesté. La mère d'Elisa a supplié les autorités d'y mettre un terme. Rien de tout cela n'a eu d'importance. Bruno a même donné des interviews où il ne montrait guère de remords, qualifiant le meurtre de « erreur » et affirmant que les gens essayaient de enterrer ses rêves. Réfléchissez-y bien. Une femme a été kidnappée, torturée, assassinée et démembrée. Bruno parlait de sa carrière de footballeur. Il a ensuite été arrêté à nouveau, puis relâché dans le cadre du système pénitentiaire semi-ouvert du Brésil, ce qui signifie qu'il ne doit rester en résidence surveillée que la nuit. Plusieurs retours dans des clubs de divisions inférieures et pendant un certain temps, il a même réussi à revenir au football professionnel. Passons maintenant à un athlète basé à Londres qui menait une double vie jusqu'à ce qu'il soit pris. Gavin Grant.
Gavin Grant a été condamné pour meurtre après avoir mené une double vie que presque personne dans le monde du football n'avait vu venir. Sur le terrain, Grant avait l'air d'un jeune espoir normal qui essayait de percer. Il a grandi dans le quartier de Stonebridge Park, à Brent, non loin du stade de Wembley. Une zone connue à l'époque pour son intense activité de gang et ses crimes violents. Malgré ce contexte, le football lui a offert une issue. Les entraîneurs le décrivaient comme poli, travailleur et bien élevé. Ses coéquipiers voyaient en lui un garçon drôle et discret qui s'entraînait dur et gardait la tête baissée. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était tout ce qui se passait en dehors du terrain. Grant était profondément impliqué dans la vie des gangs tout en essayant de se construire une carrière professionnelle. Il a même continué à jouer alors qu'il faisait l'objet d'une enquête pour des crimes graves. À un moment donné, alors qu'il était sous contrat avec Millwall, il a été arrêté, soupçonné de complot en vue de commettre un meurtre. Il a nié les accusations et un jury l'a par la suite acquitté faute de preuves. Le football a continué. Des clubs lui ont donné leur chance. Il a signé à Bradford City alors même qu'il était sous le coup de soupçon. Puis la vérité a rattrapé Grant. En 2010, il a été condamné pour le meurtre de Léon Labastide, âgé de 21 ans, d'une fusillade en représailles qui avait eu lieu en 2004 alors que Grant n'avait lui-même que 20 ans. L'affaire n'a avancé qu'après qu'un informateur de la police a témoigné contre plusieurs membres de gang en échange d'une réduction de peine. Cette fois-ci, preuve était suffisante. Grant a été condamné à la prison à perpétuité, qu'une peine minimale de 25 ans. Du jour au lendemain, sa carrière de footballeur a pris fin définitivement. Ce qui rend l'histoire de Grant si troublante, c'est à quel point il a failli échapper complètement aux conséquences de ses actes. Il s'entraînait des matchs, signait des contrats et menait la vie d'un athlète professionnel, tout en étant impliqué dans de graves actes de violence organisée. Aujourd'hui, Grant est toujours en prison, purgeant sa peine, et sa libération n'est pas prévue avant de nombreuses années. Vient ensuite un attaquant anglais dont la conduite imprudente a causé la mort d'un homme, l'a conduit en prison, mais n'a, d'une manière ou d'une autre, pas mis fin à sa carrière de footballeur. Patrick Kluivert. Patrick Kluivert a tué un homme dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 19 ans. Cela s'est produit en 1995, au moment même où Kluivert était en train de devenir l'enfant chéri du football néerlandais. Il venait d'aider l'Ajax à remporter la Ligue des Champions, puissant, doué techniquement, et on le considérait déjà comme une future superstar. Puis, un soir à Amsterdam, tout a basculé. Kluivert conduisait la BMW M3 d'un ami dans un quartier résidentiel à plus du double de la vitesse autorisée. Il n'était pas assuré pour cette voiture. Alors qu'un autre conducteur tentait de faire demi-tour, Kluivert a percuté de plein fouet le côté du véhicule. Le conducteur, 2 enfants âgés de 56 ans, metteur en scène de théâtre, a été tué sur le coup. Sa femme a survécu mais a été gravement blessée. Pour aggraver encore les choses, Putman était un supporter de longue date de l'Ajax. L'homme qui l'a tué était la jeune star la plus prometteuse du club. Les enquêteurs ont confirmé par la suite que Kluivert roulait à environ 104 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. Connu avoir dépassé la vitesse autorisée, mais a nié avoir conduit de manière dangereuse. Le tribunal n'était pas de cet avis. Il a été reconnu coupable. Et pourtant, la sanction a été quasi inexistante. Pas de prison, pas de peine avec sursis, juste 240 heures de travaux d'intérêt général. Les supporters néerlandais se sont immédiatement retournés contre lui. Les foules ont commencé à scander « meurtrier » lors des matchs de l'Ajax. Du jour au lendemain, Kluivert est passé du statut de héros national à celui de vilain public. La pression est devenue insupportable et en moins d'1 an, les Pays-Bas pour signer à l'AC Milan. À partir de là, le football a repris le dessus. Il a relancé sa carrière à Barcelone, devenu l'un des attaquants les plus redoutés d'Europe, a remporté des titres de champion et a marqué 40 buts pour les Pays-Bas. Terminé 5e au Ballon d'Or à seulement 19 ans. Sur le papier, il a ensuite connu une carrière couronnée de succès. Passons à un attaquant anglais qui a tué un homme sans que cela n'ait de conséquences. Lee Hughes. Lee Hughes a tué un homme après avoir perdu le contrôle de sa voiture sur une route britannique. En novembre 2003, Hughes conduisait sa Mercedes lorsqu'il a dévié sur la voie opposée et percuté de plein fouet un autre véhicule. Glas Graham, un passager de l'autre voiture, tué sur le coup. 2 autres personnes ont été grièvement blessées. Hughes ne s'est pas arrêté. Au lieu de cela, il a quitté les lieux avec son passager et est rentré chez lui. Il ne s'est rendu à la police que le lendemain. Les procureurs ont ensuite fait valoir que Hughes qu'il avait bu et voulait éviter un alcotest. Lorsque la police l'a enfin retrouvé, plus de 36 heures s'étaient écoulées. Il n'y avait aucun moyen de confirmer son taux d'alcoolémie. Hughes avait 27 ans et jouait pour West Bromwich Albion. Il venait d'aider le club à remonter en Premier League et vivait son rêve. Il s'était frayé un chemin depuis le football amateur, plaisir, et avait enfin atteint le sommet. Puis, la justice est intervenue. Il est reconnu coupable d'homicide involontaire par conduite dangereuse et condamné à 6 ans de prison. Il n'en a purgé qu'un peu plus de 3 avant d'être libéré pour bonne conduite. Des gens, tuer quelqu'un et purger une peine de prison signifierait la fin d'une carrière professionnelle. Pas pour Hughes.
Quelques mois après sa libération, il a été recruté par l'Oldham Athletic. Le club a même publié un communiqué demandant aux supporters de ne pas porter de jugements moraux. Hughes a répondu de la seule manière qu'il connaissait, en marquant des buts. Il a ensuite joué pour Blackpool et Notts County, où il a de nouveau trouvé le chemin des filets régulièrement malgré la controverse qui l'entourait. Mais Hughes n'a pas vraiment changé de vie. En 2012, il a été accusé d'avoir agressé sexuellement une femme dans un hôtel londonien. Bien que l'accusation la plus grave ait été abandonnée, il a tout de même été reconnu coupable de voies de fait simples et condamné à une amende. Des années plus tard, il a été déclaré en faillite. Finalement, il a dérivé vers le football hors ligue, continuant à jouer bien après avoir atteint la quarantaine. Passons à un autre attaquant de ligue inférieure dont la conduite dangereuse a tué son propre coéquipier, et ce qui s'est passé ensuite était encore pire. Bob Newton. Newton a tué son propre coéquipier dans un accident de voiture, a purgé une peine de prison, tant réussi à reproduire le même comportement des années plus tard. Dans les années 1970, Newton jouait pour Hartlepool lorsqu'il a provoqué un grave accident de la route qui a mortellement blessé David Wiggett, 21 ans, l'un de ses coéquipiers. L'accident aurait pu être entièrement évité. La conduite dangereuse de Newton a coûté la vie à un jeune footballeur et a provoqué une onde de choc au sein du club. Il n'a été condamné qu'à 9 mois de prison. Cela aurait dû être le moment où tout a changé. Après sa libération, Newton a tenté de reconstruire sa vie et sa carrière. Il s'est installé en Amérique du Nord et a joué pour les Jacksonville T-Men, profitant d'un bref nouveau départ loin de l'Angleterre. Pendant un certain temps, on aurait pu croire qu'il avait tiré les leçons de ce qui s'était passé. Ce n'était pas le cas. Au milieu des années 1980, Newton avait de nouveau des ennuis. Permis de conduire lui a été retiré pour 5 ans après qu'il eut été reconnu coupable de conduite imprudente. Même après cela, chose incroyable, il a par la suite trouvé du travail comme chauffeur routier après avoir pris sa retraite du football. Puis, 2007, Newton a été arrêté par la police et son taux d'alcoolémie s'est avéré être près du double de la limite légale. C'était un homme qui avait déjà tué quelqu'un au volant, qui avait déjà fait de la prison, qui avait déjà été interdit de conduire et qui se faisait encore prendre ivre au volant des décennies plus tard. Contrairement à certains joueurs de cette liste qui ont commis une seule erreur catastrophique, Newton a montré un schéma clair. À chaque étape, il avait eu l'occasion de changer de cap. À chaque étape, il a échoué et c'est peut-être ce qui rend son histoire la plus frustrante à ce jour. Vient ensuite un international yougoslave dont le tacle brutal sur le terrain a tué son adversaire. Mohamed Mujic. Mohamed Mujic n'a tué personne avec une voiture ou une arme. Plus étrange, plus lent et, à certains égards, encore plus troublant. Tout a commencé par un tacle au football. Mujic était une star de la Yougoslavie dans les années 1950, les années 1960, médaillé d'argent olympique et élément clé de l'équipe qui a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 1962. Connu pour être un attaquant coriace et agressif, le genre de joueur qui ne reculait jamais devant un tacle. Cette réputation a fini par le hanter lors du match d'ouverture de la Yougoslavie contre l'Union soviétique lors du tournoi de 1962. Dans un match houleux, Mujic a taclé violemment le défenseur soviétique Eduard Dubinski. Le tacle était brutal. Dubinski s'est gravement cassé la jambe. Étonnamment, a laissé le jeu se poursuivre. Mais la fédération de football yougoslave elle-même était horrifiée. Elle a immédiatement renvoyé Mujic chez lui en disgrâce, mettant fin à sa Coupe du Monde sur le champ. Cela ressemblait à une simple blessure de football parmi d'autres. Ce n'était pas le cas. Dubinski ne s'en est jamais vraiment remis. Des années plus tard, un cancer s'est développé dans le tissu cicatriciel autour du site de la fracture. Les médecins ont établi un lien direct entre la tumeur et la blessure initiale. En 1969, Dubinski est décédé à l'âge de 34 ans seulement. Tant après ce tacle, un homme était mort. N'a jamais été inculpé. Mais d'un point de vue médical, la chaîne des événements était claire. Un tacle imprudent sur un terrain de football a entraîné des complications qui ont fini par tuer un autre joueur. C'est le tacle le plus meurtrier de l'histoire du football. Ensuite, nous avons un jeune prodige argentin dont la virée nocturne s'est soldée par la mort de 3 amis. Diego Buonanotte. En décembre 2009, Buonanotte conduisait la Peugeot de son père tard dans la nuit après une soirée. Il n'avait que 21 ans, déjà considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs d'Argentine, un prodige de River Plate, qui avait remporté l'or olympique et partagé le vestiaire avec Lionel Messi. Sa carrière avançait à grands pas. Puis, sur une autoroute à la périphérie de Buenos Aires, il a perdu le contrôle du véhicule. La voiture a fait une embardée et a percuté un arbre. Buonanotte a perdu connaissance, mais a survécu. Les 3 amis qui l'accompagnaient ont tous été tués sur le coup. En quelques secondes, 3 vies ont été fauchées. Les enquêteurs se sont concentrés sur la vitesse et la conduite imprudente. Les procureurs locaux ont insisté pour que des accusations d'homicide involontaire soient en retenue, arguant que les actes de Buonanotte avaient directement causé les décès. Mais cela n'a jamais abouti. Pas de procès, pas de condamnation, pas de peine de prison. Au lieu de cela, Buonanotte s'est remis physiquement et était de retour sur un terrain de football au bout de 5 mois. Laissez cela vous imprégner. 3 personnes sont mortes et 6 mois plus tard, il jouait à nouveau au football professionnel. Il y a eu de brèves demandes de responsabilité, mais elles se sont rapidement estompées. Les clubs ont continué à le recruter. Les supporters sont passés à autre chose. Le football a fait ce qu'il fait toujours quand il s'agit de talent. Il a détourné le regard. Buonanotte a ensuite mené une carrière
carrière respectable. Il a joué en Espagne avec Malaga et Grenade, est passé par la Grèce et le Mexique, puis a poursuivi au Chili. Sur le papier, cela ressemble au parcours normal d'un ailier sud-américain doué qui se forge une longue carrière professionnelle. Les supporters adverses lui criaient régulièrement « meurtrier » puis les tribunes, mais justice n'a jamais été rendue aux victimes. Vient ensuite un gardien de but dont l'accident de conduite en état d'ivresse a tué 2 enfants sans pour autant mettre fin à sa carrière. Luke McCormick. En juin 2008, McCormick rentrait chez lui après le mariage d'un coéquipier. Était fatigué, sans assurance et avait beaucoup bu. Malgré tout cela, le volant de son Range Rover est de rouler sur la M6. Il n'est jamais arrivé chez lui. McCormick a percuté un autre véhicule dans lequel se trouvaient Philip Peake et ses 2 fils, Aaron et Ben, âgés respectivement de 8 et 10 ans. Le choc a été dévastateur. Les 2 garçons ont été tués sur le coup, survécu, mais a subi de graves blessures. Témoins ont déclaré plus tard que McCormick était en état de choc, s'excusant à plusieurs reprises sur le bord de la route, affirmant aux gens qu'il s'était endormi. Les tests ont révélé que le taux d'alcoolémie de McCormick était près de 2 fois supérieur à la limite légale. Il n'avait que 24 ans, mais était déjà un professionnel confirmé. Issu du centre de formation de Plymouth Argyle, avait fait ses débuts à 17 ans et avait disputé plus de 150 matchs pour le club. Plymouth venait de terminer confortablement en Championship. Sa carrière était stable, son avenir semblait assuré. Puis, tout s'est effondré. Cormick a plaidé coupable d'homicide involontaire par conduite dangereuse et a été condamné à 7 ans de prison. Même cette peine n'a pas été respectée. Il a purgé moins de 4 ans avant d'être libéré. Et c'est là que les choses deviennent gênantes. Après sa sortie de prison, McCormick est immédiatement retourné au football. Il a joué en dehors des ligues professionnelles pour Truro City. Puis Oxford United l'a recruté. Temps après, Plymouth Argyle l'a accueilli à nouveau. Il a fini par disputer plus de matchs pour Plymouth, après avoir tué 2 enfants qu'il n'en avait disputés avant l'accident. Il y a eu un tollé, bien sûr. Certains supporters étaient furieux. D'autres ont fait valoir qu'il avait payé sa dette. Le football a préféré le pragmatisme au principe. Cormick a finalement pris sa retraite à la fin de la trentaine, après avoir reconstruit une carrière que la plupart des gens auraient considérée comme définitivement terminée. Ensuite, un ancien pilote militaire devenu footballeur, Philip Fletcher Fullard. Philip Fletcher Fullard a tué des gens à la guerre, et contrairement à la plupart des noms de cette liste, il a été célébré pour cela. Fullard est né en 1897 et s'est révélé très prometteur sur le plan sportif dès son adolescence. Il aurait été assez doué pour jouer à Norwich City alors qu'il était encore à l'école, ce qui en dit long sur son talent avec un ballon au pied. Mais le football a été interrompu par quelque chose de bien plus important. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté en 1914, Fullard s'est engagé dans la Royal Air Force à seulement 18 ans. Ce qui a suivi a été extraordinaire et sinistre. Fullard est devenu pilote de chasse, pilote exceptionnellement efficace. En seulement 5 mois, il a abattu 40 avions allemands, tuant les hommes à leur bord. Terminé la guerre avec le 6e plus grand nombre de victoires confirmées parmi les pilotes britanniques. Une fois, lui et un autre pilote auraient abattu 7 avions ennemis avant le petit déjeuner. Pour cela, il a reçu 2 fois la croix militaire pour bravoure. Son lien avec le football s'est rétabli d'une manière étrange. Pendant la guerre, son service a été temporairement interrompu, mais par un match de football. Alors qu'il jouait lors d'un match entre unités militaires, il a subi une grave fracture ouverte qui l'a contraint à rester hors de combat pendant un certain temps. Il a finalement repris du service, combattant à nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de prendre sa retraite de la RF en 1946. Il a vécu jusqu'à l'âge de 86 ans et est mort dans la discrétion, dont on se souvient comme d'un héros de guerre décoré qui avait autrefois un avenir dans le football. Ensuite, nous avons un ancien capitaine de l'équipe de Coupe du Monde qui est passé de la représentation de son pays à la direction de peloton d'exécution nazie. Alexandre Villaplane. Alexandre Villaplane a personnellement pris part à des exécutions et a aidé à diriger des escadrons de la mort nazie. Laissez cela vous imprégner un instant. Villaplane n'était pas un joueur quelconque. Il a été capitaine de l'équipe de France lors de la toute première Coupe du Monde en 1930. Il a joué au plus haut niveau, brassard de capitaine de son pays. Pendant un certain temps, sincèrement respecté dans les cercles du football européen, puis sa vie a complètement déraillé. Après avoir pris sa retraite, Villaplane a sombré dans la criminalité. Il a été arrêté pour avoir truqué des courses hippiques et a purgé une courte peine de prison. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté et que l'Allemagne nazie a occupé la France, Plane y a vu une opportunité plutôt qu'un danger. Commencer à dénoncer des membres de la résistance française, échangeant des vies. Très vite, il travaillait directement avec les SS. Villaplane gravit les échelons et devint un chef de file de ce qu'on appelait la Brigade nord-africaine, un groupe de collaborateurs chargés de traquer les résistants et les civils juifs. Les survivants le décrivirent plus tard comme un homme cruel, cupide, d'un enthousiasme inquiétant pour la violence. Il ne se contentait pas de donner des ordres, anticipait. Villaplane extorquait de l'argent aux familles, promettant d'épargner les prisonniers en échange d'argent, puis les faisait exécuter quand même. Il prenait part au peloton d'exécution. Lors d'un seul incident, son unité a assassiné plus de 50 personnes en une seule journée. Des témoins ont déclaré qu'il
il semblait prendre plaisir à tuer, traitant les exécutions comme une affaire de routine. Il ne s'agissait pas d'un accident ou d'une conduite imprudente, c'était de la brutalité calculée. Lorsque Paris a été libéré en 1944, Villaplane a été arrêté. Les preuves se sont rapidement accumulées. Il a été condamné pour son implication directe dans de multiples meurtres et crimes de guerre. 3 jours après son 40e anniversaire, il a été exécuté par un peloton d'exécution. Pensez-vous que ces footballeurs méritaient une seconde chance? Donnez-nous votre avis dans la section commentaires et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Goal Rivals pour ne pas manquer les prochaines.